Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, bienvenue à la Maison de l'Océan, qui dépend elle-même de l'Institut océanographique qui a été fondé par Albert Ier de Monaco il y a plus d'un siècle, en 1906 ou 1906. Cette Maison de l'Océan est destinée à rapprocher les scientifiques, le public et tous ceux qui s'intéressent à la question de l'océan qui, comme vous le savez, devient de plus en plus importante. Et puis aussi, bienvenue à cette Cité de la Réussite qui a été fondée il y a 30 ans, en 1981, par 3 étudiants de la Sorbonne, qui avaient pour objectif de réunir, de faire se retrouver les étudiants, les politiques, les économistes, les scientifiques, tous les gens qui peuvent prendre part au débat et permettre de faire avancer les choses. Alors nous avons 2 invités de marque aujourd'hui. Vous les connaissez, c'est Jean Jouzel, qui est climatologue, qui était vice-président du GIEC, qui est maintenant chercheur émérite au CEA, et Baptiste Denis,
qui est attaché de presse d'AXA, élu local et écrivain. Tous les deux ont donc écrit ce livre. Donc on va commencer le débat. Donc à peu près, ce qu'on se disait à peu près pour pas que ce soit ennuyeux, c'est que ce sera à peu près, comme c'est supposé durer 1h30, on va se dire à peu près 50-50, donc 3/4 d'heure de questions que je vais leur poser. Et ensuite, on vous passera le micro. Juste une chose, il faudra lever la main, comme à l'école, pour prendre le micro. Vous passerez le micro, puisque c'est enregistré, pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, je vais vous poser une première question à tous les deux. Pourquoi avoir décidé d'enrichir cette version de votre livre ? Donc, comme la proposition vient de Baptiste, je vais lui laisser répondre. Donc, d'abord, tu réponds. Merci, Jean. Déjà, merci beaucoup de modérer ce débat et merci à tous d'être venus aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir enrichi cette version ? Parce que la première a eu un léger problème de timing. Elle est sortie le 5 mars 2020. Il y a eu un léger problème 10 jours après. Donc bon, certains ont pu se la procurer, mais bon, les librairies ont fermé. Ça a été un petit peu difficile. Alors on avait quand même publié une tribune entre-temps pour essayer d'expliquer ce qu'on disait dans le livre, donc sur ce fameux débat intergénérationnel. Et le temps passant, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu la COP26, où il y a eu quand même beaucoup d'annonces, il y a eu évidemment le Covid. Il s'est passé énormément de choses qui ont fait qu'on s'est dit que post-Covid, on avait finalement encore des choses à dire, encore des choses à se raconter. Et donc c'est comme ça qu'on l'a enrichi. Il y a eu aussi la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle Jean a beaucoup participé. Et c'est ce qui nous permettait donc de relancer un petit peu la machine. C'était une occasion de reparler de climat sous ses différents angles. Oui, donc oui, non, je voulais bien sûr vous saluer tous et toutes, et puis vous remercier. Merci les organisateurs aussi. Et François. Donc par rapport à cela, oui, c'est effectivement toi qui as proposé, Baptiste. Mais j'ai dit oui tout de suite quand même, oui, parce qu'il y avait effectivement des arguments. Le rapport du GIEC, enfin au moins les résultats en étaient connus, hein, donc voilà, enfin, au moins pour le groupe scientifique, pour le premier groupe dont j'étais vice-président. Donc effectivement, il se passe quand même pas mal de choses sur le front du climat sur une échelle de temps de 2 ans. Alors c'est pas suffisamment rapide, ça va pas toujours dans le bon sens, mais on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Voilà un peu, c'est d'ailleurs un des messages du dernier rapport du GIEC, que ça commence à bouger, donc on en reparlera, j'espère. Oui, bien sûr, oui, ça on va voir comment ça bouge, parce que ça ne donne pas l'impression de bouger énormément, mais ça on verra ça tout à l'heure. Alors, la question, effectivement, qui est à la base de ce débat, c'est comment unir les différentes générations autour de la question climatique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un vrai problème entre les générations autour de la question climatique ? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas des vieux schnocks comme moi qui sont intéressés par le climat et des jeunes gens qui s'en fichent ? Oui, moi c'est mon sentiment. Non. Je pense que oui, moi c'est mon sentiment. Donc je côtoie pas mal de jeunes. Je pense qu'il y a une partie des jeunes, ceux qui sont là par exemple, j'imagine, qui s'intéressent à ces problèmes climatiques, de transition, à ces problèmes, à ces aspects liés à, disons, liés globalement à notre environnement, à notre vraiment à notre qualité de vie. Il y en a des jeunes qui s'y intéressent, mais il y a aussi, y compris dans votre génération, beaucoup de jeunes qui ne s'y intéressent pas du tout. Bon, voilà, donc moi j'ai un échantillon, on a 2 enfants et 7 petits-enfants. Il y en a 3, disons déjà, ils sont très différents. Il y en a qui s'y intéressent beaucoup, il y en a qui s'y intéressent moins. C'est très clair. Donc moi je suis je ne sais pas, alors, donc c'est pas pareil, la proportion n'est pas pareille dans toutes les générations, mais je pense effectivement que dans chaque génération, il y a une partie des gens qui s'y intéressent et une partie des gens qui ne s'y intéressent pas du tout. Il y en a qui, bon voilà, peut-être moins du côté du climato-scepticisme lui-même, mais de l'action en tout cas. Donc, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser, je ne sais pas si les statistiques sont là, je ne les ai pas, peut-être Baptiste, tu sais, si ma génération est vraiment moins vertueuse que les jeunes, globalement. Oui, c'est la question qu'on peut se poser, effectivement, oui, voilà. Quand on voit ça, c'est sûr. Alors c'est vrai que notre génération a cramé la caisse, comme selon l'expression, plus que les générations suivantes. Mais d'un point de vue intérêt, je ne suis pas sûr que ce soit... Oui, mais je vais défendre ma génération. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent. Donc c'est quand même la consommation, c'est très clair, qui est à l'origine des émissions. Donc quand on n'avait pas d'argent, on ne consommait pas beaucoup. Hein, donc... Oui, mais je partage tout à fait l'avis de Jean. Au-delà de la génération, c'est aussi une question de niveau de vie.
et de niveau de connaissance. Si c'est à l'époque de Jean, les connaissances n'étaient pas les mêmes, le GIEC n'avait pas encore été créé, il n'y avait pas encore cette symbiose dans le consensus scientifique. Après, concernant les générations, moi je pense qu'il n'y a pas des fractures entre les générations, il y a des fractures au sein même de chaque génération. Il y a, comme vous disiez très justement, il y a des jeunes qui s'en fichent et des personnes plus âgées qui sont extrêmement éveillées sur ces sujets-là. Et ce qu'on se disait avec Jean une fois pendant qu'on écrivait le livre, c'est qu'on a l'impression de vivre dans une bulle, finalement, un petit peu quand on parle de climat, quand on parle aux gens autour de nous, des personnes très proches. On se rend compte qu'on est dans un cercle, voilà, où les gens sont quand même assez éveillés sur le sujet, mais quand on sort de ce cercle, on se dit que finalement, tout le monde n'est peut-être pas aussi volontaire dans la démarche. Alors nous, quand on a écrit ce livre, le principe de base, c'était qui parle de climat. Alors on s'est dit surtout les scientifiques et les jeunes, c'est pour ça qu'on a fait ce livre, mais en creusant, on se rend compte que les scientifiques, ça oui, il n'y a pas de souci, les jeunes peut-être un petit peu moins. Moi, ce que j'ai constaté cette année, c'est qu'il y a un jeune sur 4 qui a voté pour le Rassemblement national, qui est un parti climato-sceptique. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça qui me font réfléchir sur cette fameuse génération climat dont on parle. Il y a des jeunes qui sont impliqués pour le climat très fortement, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est notre génération qui va subir et celle d'après. Mais de là à dire que les jeunes sont sensibilisés pour le climat, j'ai mis plutôt un doute là-dessus. Oui, c'est ça, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une fracture dans chaque génération plutôt qu'entre les générations. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je vois autour de moi, mon grand-père, à chaque fois que je vais le voir, il me pose des questions sur le climat. C'est un sujet qui l'intéresse, mais c'est aussi parce que, voilà, enfin, Jean aussi, enfin, voilà, vous êtes grand-père, je peux le dire. Hein, c'est pas, voilà, c'est aussi, je pense aussi les personnes qui ont des enfants et des petits-enfants aussi, qui sont sensibles à ces questions-là. Et au-delà des questions des climats, moi, ce que je constate, c'est que c'est aussi les enjeux de santé environnementale qui sensibilisent les personnes qui ont des enfants et des petits-enfants. C'est des choses extrêmement palpables, plus que le climat, et c'est aussi un angle sur lequel on essaye d'expliquer les choses pour aller jusqu'au climat. Oui, mais enfin, oui, oui, sur ces aspects, c'est vrai que enfin, quand on est en réunion de famille, quand on est tous ensemble, on discute très peu de climat et très peu de... Enfin, il se fait que notre fils est aussi est impliqué dans les problèmes de santé et d'environnement. Hein, il est aussi chercheur, en particulier sur les pesticides. On en discute très peu d'ailleurs, hein, donc, mais ça se passe très bien. Mais il y a quand même une prise de conscience, mais ce n'est pas au cœur de nos discussions quand on se retrouve, je dois vous avouer. Oui, c'est marrant parce que moi j'aurais eu tendance à penser que la famille Jouzel, ça devait être au centre des débats, que tout le monde absolument était... pas. On parle plutôt de foot que d'autre chose. Bon, mais allez, c'est très bien. Oui, bon, ça mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, mais c'est pas. Oui, heureusement, c'est pas une obsession. Bien sûr, c'est pas ça que je veux dire ça. Mais... D'accord. Ben alors, pour terminer sur cette question, enfin pour terminer, non, parce que c'est le thème du débat. Mais qu'est-ce qui fait que cette question est présentée comme une question éventuellement de conflit intergénérationnel ? Pour moi, parce que y a quand même une dissymétrie. C'est-à-dire que vous êtes doublement concernés, comme je dis souvent. Vous êtes, enfin bon, honnêtement, vous êtes les seuls concernés par l'inaction. Hein, ma génération, en France, on va aller, bon, disons au cours des 2 prochaines décennies, on va prendre 1,5 degré ou 1 degré. Disons, on a une capacité d'adaptation. Disons, ma génération ne subira pas vraiment les conséquences du réchauffement climatique. C'est ce que je veux dire. Donc c'est ça, disons, votre génération, on ne parle pas de génération future, tous les jeunes qui sont là, dans la deuxième partie de ce siècle, si on ne fait rien ou pas grand-chose pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est là que seront les vraies conséquences de ce réchauffement. Je veux dire, il faut quand même bien comprendre, disons, je sais que Jean aussi, que ce qu'on vit aujourd'hui en termes d'événements climatiques, ce ne sont que les prémices. Hein. Disons, on n'a pris qu'1 degré, et déjà on sent bien que le climat est différent, qu'il y a des événements climatiques plus extrêmes, ainsi de suite, mais imaginez 3 ou 4 degrés. On va vers 3 degrés au moins. Au moins, on verra bien, mais voilà, donc ça pour moi, c'est ça. C'est le fait que, disons, effectivement, il y a cette différence majeure. Donc, ils sont concernés par l'inaction, et ils sont aussi, peut-être maintenant, les plus concernés par l'action. L'action, c'est aujourd'hui. On le sait. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, disons, entre quelqu'un de ma génération et puis les jeunes qui sont ici, c'est plutôt ce constat de, vraiment, ce sont eux qui seront vraiment, je crois, les victimes de ce problème climatique. D'autant plus, bon, je le dis assez souvent, c'est qu'on leur demande non seulement
non seulement effectivement de s'adapter à un réchauffement climatique, ce sera assez difficile si on va vers 3 degrés, c'est très clair. Voilà, mais aussi on leur demande de pomper le CO2 qu'on met. Disons, il faut bien voir, hein, on parle d'émissions négatives si on veut stabiliser le climat, c'est-à-dire qu'en gros, on demande aux jeunes d'aujourd'hui d'être en mesure de pomper une partie du CO2, disons, qu'on met de façon allègrement, disons, dans l'atmosphère. Et puis, en plus, disons, certains envisagent, avec la géo-ingénierie, de leur mettre une épée de Damoclès, c'est-à-dire que même si ça marche, si on doit arrêter un jour, bon, voilà, c'est quand même très égoïste de la part, et encore maintenant très égoïste vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui, ce qui se passe sous nos yeux. Ça a été vrai sur les 30 Glorieuses, mais ça reste, disons, assez vrai quand même. Oui, alors, pour aller plus loin, ce qui me paraît... moi, j'ai fait un sujet sur Oui Demain sur ce qu'il faudrait faire vraiment en France. Je ne parle même pas du reste. Ce qu'il faudrait faire vraiment, les mesures à prendre vraiment pour arriver aux objectifs fixés par la COP 21. Et en fait, on ne le dit pas beaucoup. Il y a eu un édito dans Le Monde il n'y a pas très longtemps là-dessus, que ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est monumental. Enfin, c'est-à-dire que c'est un changement de paradigme, pour parler moderne, qui n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent. Alors, est-ce que les jeunes et les vieux ont conscience de ça? Est-ce que les jeunes sont plus conscients de ça? Parce que c'est vraiment un changement de vie, en fait, grosso modo. Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une perte de 50% de pouvoir d'achat pour tout le monde, à peu près, si on voulait faire une comparaison. Enfin, dire, c'est à peu près... Est-ce que vous pensez que les jeunes sont un peu plus, en tout cas une partie des jeunes, sont conscients de l'énormité du truc? Alors, est-ce que les jeunes sont conscients? C'est une très vaste question. Je ne connais pas tous les jeunes. Oui. Je sais que c'est un peu crétin comme question, mais est-ce que vous avez le sentiment... C'est pas crétin, mais est-ce que vous avez le sentiment... Pas crétin. Est-ce que vous avez le sentiment que eux ont plus cette conscience de l'énormité du truc que les gens plus âgés? Sûrement un peu, oui, quand même. Puisqu'on est quand même sensibilisé plus tôt. Aujourd'hui, c'est dans les programmes scolaires, mais ça, je pense que Jean en parlera tout à l'heure, parce que vous avez votre mission sur l'enseignement supérieur. Donc oui, parce qu'on est quand même sensibilisé plus tôt, on a peut-être un lien à la nature qui est différent. Après, on est une génération assez paradoxale, parce qu'on est extrêmement sensibilisé, mais c'est aussi la génération des vols low cost, la génération Uber Eats, la génération Netflix, qui a 4% des émissions de CO2, c'est plus que le trafic aérien. Donc on est assez paradoxaux quand même dans nos actions. Mais on est assez sensibilisé. Après, pour ce changement de paradigme, oui, bien sûr, c'est un changement de paradigme. L'accord de Paris qui a été signé en 2015, faut bien se rendre compte qu'au moment où il a été signé, on signait pour une augmentation des émissions de CO2. Même si l'objectif est 1,5, la courbe continuait d'augmenter. Donc ce qu'il faudrait, c'est... Bon, au lieu que la courbe augmente légèrement, c'est même pas qu'elle commence à diminuer. C'est extrêmement brutal comme chute des émissions de CO2. Bon, comme disait Jean, aujourd'hui on est à 1,1 degré d'augmentation. L'objectif d'1,5, bon, alors je ne vais pas être pessimiste à mon âge, mais à 1,5, bon, on va peut-être pas trop rêver. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on rate l'objectif d'1,5, l'objectif d'après, c'est pas 2, c'est 1,51. Après, c'est 1,52. Chaque dixième est extrêmement important. Après, pour la question de la France, bon, en France, on commence à faire diminuer nos émissions de CO2, même depuis un moment. Elles commencent à diminuer, pas assez vite, malheureusement, mais elles commencent à diminuer. Mais on a un problème, c'est ce qu'on appelle les émissions importées. C'est-à-dire qu'on a les émissions territoriales, ce qui fait qu'en France, on est environ à 4 tonnes et demie de CO2 par an et par personne, ce qui est plutôt bien, sauf que quand on prend les émissions importées, c'est-à-dire, je sais pas, quand vous achetez une chemise ou une veste qui vient de l'autre bout du monde, voilà, là, il y a ce qu'on appelle les émissions importées. Et là, le problème, c'est que maintenant, un Français, il passe à 10 tonnes de CO2 par an. C'est autant qu'un Chinois, à peu près. Donc, moins qu'un Américain. Tout le monde est moins qu'un Américain. Vraiment rien qui va là-bas. Donc, non, on est assez haut. Donc, on peut faire beaucoup d'efforts. D'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de simuler son empreinte carbone, comme ça on peut voir un petit peu où est-ce qu'on peut travailler. Et il y a toujours la même ligne qui apparaît, c'est les émissions systémiques. Donc les émissions contre lesquelles vous ne peuvent rien faire. C'est des choix politiques. Et là, on est à 2 tonnes déjà. Donc on est sensibilisé, on fait ce qu'on peut, mais il y a toujours ce problème d'industrialisation à l'étranger et d'émissions systémiques dans le pays qui font que malgré tous nos efforts, il y aura toujours cette petite barrière.
Mais pour répondre rapidement à la question, je suis parti un peu ailleurs. Oui, je pense quand même que les jeunes sont un peu plus sensibilisés à la cause. Et comprennent l'énormité du truc à faire. Enfin, oui, mais François, oui. Moi, je pense que vous avez présenté cette transition de façon trop négative. C'est-à-dire qu'elle peut... Non, on peut la voir avec beaucoup d'attractivité aussi. Donc, d'abord, bon, je dis souvent, on ne peut pas imaginer qu'elle ne se fasse pas. C'est-à-dire que le contraire de neutralité carbone, c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. C'est quand même assez difficile à accepter. Donc, globalement, assez simplement. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il faut se placer dans l'hypothèse où elle se fera. Très probablement pas au rythme souhaitable, mais elle se fera. Ensuite, disons qu'une transition qui nous désintoxique des combustibles fossiles, c'est quand même une meilleure qualité de vie, a priori, moins de pollution, il n'y a pas, disons, si on a... Voilà, donc c'est aussi, enfin pour moi, pour la génération des jeunes, beaucoup de recherche, d'innovation. C'est intéressant, donc il y a aussi beaucoup... Enfin, si j'étais jeune, ça m'intéresserait de m'impliquer, il y a vraiment beaucoup à faire. Mais je crois qu'il faut se placer dans l'hypothèse où cette transition se fera. Et même économiquement, ce sera le moteur de développement économique des prochaines décennies. Même si ça semble difficile, mais c'est pas pour rien, par exemple, que une fois que la Chine avait annoncé neutralité carbone en 2060, les États-Unis ne pouvaient pas ne pas annoncer neutralité carbone en 2050, tout simplement parce que c'est l'économie qui est derrière, c'est toute l'économie qui devrait s'organiser autour de cette transition. Donc moi, je ne veux pas la présenter de façon trop négative, il y a beaucoup à faire. Au bout du chemin, c'est quelque chose de plutôt plus intéressant que la société aujourd'hui. Évidemment, le problème, c'est que elle ne réussira s'il y a une solidarité internationale, enfin une solidarité entre générations d'ailleurs aussi, on en a parlé peut-être assez, mais aussi une solidarité internationale qui n'existe pas. On ne peut pas imaginer, réussir neutralité carbone sans réelle solidarité internationale. Et je dis souvent, on pose moins souvent la question, mais pourquoi le GIEC a-t-il eu le prix Nobel de la paix? Eh bien parce qu'il y a, si on n'y arrive pas, c'est des risques de conflit, si on n'arrive pas à prendre la mesure du réchauffement climatique, à stabiliser à un niveau raisonnable, je dirais, auquel les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter, eh bien, c'est quand même des risques de déstabilisation. Et à l'inverse, pour réussir, il faut absolument de la solidarité qu'on n'a pas actuellement. C'est ça ma crainte actuellement. C'est pas tellement la technologie, moi, je ne crois pas qu'on puisse faire sans sobriété, donc on peut parler... Donc, disons, c'est assez intéressant parce que notre président, on va continuer à consommer et on va atteindre nos objectifs. Je ne crois pas que ce soit possible, parce que c'est le message qui a été délivré. Je peux dire, je ne sais pas si on en discutera, mais d'ailleurs sur le site, si on va sur le site du MTES, du ministère, il y a bien efficacité, sobriété, c'est écrit. C'est pas donc voilà, ça n'a pas été repris, mais je doute vraiment qu'on puisse. Disons, la sobriété, c'est faire attention un peu. Le minimum, c'est de faire un peu attention à ce qu'on fait. Je peux donner, des exemples de sobriété, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même partir avec cette idée que, si on ne fait pas un peu attention à ce qu'on fait collectivement, si on n'a pas un peu de solidarité, de regard vers les autres, eh bien, d'ailleurs, la société deviendra de plus en plus dure, parce que si on n'y arrive pas, on ne peut pas imaginer un développement harmonieux de civilisation sans prendre la mesure du réchauffement climatique et des problèmes environnementaux. On peut parler aussi des limites planétaires plus généralement. Oui, d'ailleurs, parenthèse, notre débat à 14h30 sur l'impact de la guerre en Ukraine et des conflits actuels sur la question climatique, et justement les questions que ça pose en termes de solidarité et de relations entre les pays dans les années à venir. Je reviens juste sur un point, parce que je suis ma petite feuille de route. Mais c'est votre rôle, François. Oui, mais absolument. Quelle est l'origine de ce livre, de ce projet de livre? Alors, l'origine... Et comment, effectivement... Vous avez quel âge, sans indiscrétion? 27 ans. Ah oui, vous êtes très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme vous contacte Jean Jouzel, et comment tout ça s'est passé rapidement? Alors, pour être tout à fait transparent, il y a encore quelques années, l'écologie, n'était pas forcément un sujet qui faisait partie de mes priorités. En fait, en rentrant... Alors, je me suis sensibilisé auprès d'une empreinte carbone assez peu avouable. Mais en rentrant en France, en fait, quand j'étais à l'étranger, je lisais beaucoup la presse française et le nom de Jean revenait beaucoup. Et en rentrant en France, quand j'ai commencé à me sensibiliser sur le climat, donc la première personne que j'ai contactée pour essayer de me sensibiliser au sujet...
Ce qui, avec le recul, est quand même assez naïf, parce que j'aurais pu lire des livres plutôt que d'appeler Jean Jouzel. Mais donc je l'ai contacté, et en fait, je vous avais interviewé, Jean, parce que j'ai été formé comme journaliste à la base. J'avais interviewé 2-3 fois, comme ça, dans différentes situations. Et mon premier emploi était dans le 11e arrondissement. Jean vit dans le 12e. Donc j'étais juste à côté, les interviews avaient lieu chez lui, et puis un jour je me suis dit, au lieu de faire des interviews un petit peu comme ça, ponctuelles, j'avais réfléchi à ce débat intergénérationnel en me disant que les scientifiques ne cessent d'alerter, encore et encore. Quelques temps avant, il y avait eu la tribune où il y avait, je ne sais plus, 2000 ou 3000 scientifiques en une du monde qui avaient signé la même tribune. Et les jeunes, donc, qui, comme on vient de l'expliquer, sont inquiets à la fois parce qu'ils ont un rôle dans l'atténuation et aussi dans l'adaptation au réchauffement climatique. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion d'harmoniser un petit peu tout ça, de le séquencer en chapitres bien clairs. Quel est le réchauffement, parler de la justice climatique, quelles conséquences sur les sociétés, sobriété, consommation, etc. Il y avait beaucoup de choses à raconter. Et donc, je lui ai écrit oui, je vous avais écrit une lettre, oui, c'est ça, oui. Avec le projet de livre. Et je suis passé chez lui avec les chapitres. Il m'a dit, bon, bah écoute, moi j'ai un éditeur à côté qui justement voulait faire un livre. Donc là on n'est même plus sur un alignement de planètes. Là. Je vais raconter l'histoire. C'est assez intéressant parce que, effectivement, un autre journaliste, Paul Goupil, qui est breton, disons, on avait effectivement déjà contacté, c'était l'édition François Bourrin à l'époque, qui sont devenues l'édition Pérégrine. On les avait contactés pour faire un livre, disons aussi d'échange, mais plus un peu sur, disons un peu sur le même sujet, mais un peu différent. Il parlait aussi de climat, agriculture. C'était votre biographie. Voilà, ouais, voilà. Et donc avec Paul Goupil, alors bon, je dis, puis j'envoie un petit mot aux éditions Pérégrine, enfin aux éditions François Bourrin à l'époque. Et en leur disant, on a aussi un autre projet avec Baptiste Denis. Alors, du coup, on allait pour défendre le projet avec Paul Goupil, et ils ont dit, on prend le projet avec les jeunes, on prend le projet de Baptiste. Donc, en fait, et là, il devait être content, Monsieur Goupil. Il était un peu déçu, mais donc voilà. Donc on est en train, justement, on commence à travailler avec Paul Goupil là maintenant pour, ça va être édité aux éditions Ouest France. On est bretons tous les deux. Et voilà, ça va se faire. Vous inquiétez pas, c'est pas le problème. Mais donc, voilà. Mais voilà, c'était assez intéressant parce que les éditions ont été tout de suite, disons, vraiment assez preneuses de ces discussions, de cet échange, de ce dialogue. Donc ça a marché tout de suite pour ça. Ouais. C'est très tendance pour parler moderne. Hein. C'est la question générationnelle. Alors, puisqu'on est sur ce point-là, le supposé décalage, enfin pas le supposé, le réel décalage entre la parole publique et l'action publique génère un certain nombre de frustrations et donc d'actions, en particulier des jeunes. Est-ce que vous êtes, je m'adresse toujours à vous, Baptiste, qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements comme les marches, les choses comme ça, ou les mouvements plus extrêmes comme, comment s'appelle le mouvement anglais là, Extinction Rebellion. Voilà, Extinction Rebellion. Entre les marches, Extinction Rebellion, tout ça, est-ce que vous pensez que tout ça c'est bien, ça va dans le bon sens Ça commençait bien. J'ai participé à la première. Il me semble que Jean était là aussi, on ne se connaissait pas encore à l'époque. C'était quand la première, pardon 2017, 2018, ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Il y avait déjà eu, moi j'avais déjà fait une en 2015 pour l'accord de Paris. Oui, c'est ça, mais oui, c'était la démission de Nicolas Hulot, c'est ça, qui avait un petit peu aussi, qui avait un petit peu dynamité tout ça. Paris était un peu différent, c'était pas par. C'est ça, oui, la démission de Nicolas Hulot avait été un électrochoc pour pas mal de jeunes, à raison. Donc oui, il y avait une marche, j'y avais participé, et ce qui était très bien avec cette marche, c'est qu'on parlait de climat. C'était vraiment le sujet, c'était prépondérant, c'était très bon enfant, ça s'était fini sur la place de la République. Il y avait beaucoup d'associations qui étaient là pour parler de climat, pour présenter des choses, pour sensibiliser au réchauffement climatique. C'était très bien. Et puis petit à petit, je pense qu'il y a eu un décalage, notamment avec l'apparition des Gilets jaunes. Parce que les marches pour le climat sont devenues une espèce de convergence des luttes, avec les gilets jaunes, les syndicats, les personnes qui venaient militer pour le climat. Et ça perdait un petit peu en saveur, le message était brouillé au milieu d'autres. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que du coup on parlait de
tout un peu sauf de climat finalement. Et j'ai trouvé ça un petit peu embêtant que ça perde sa saveur et presque de sa naïveté du début. C'est ça qui était bien en fait au final, c'est que tout le monde venait pour. Il y avait une fraîcheur. Ouais, il y avait une vraie fraîcheur. C'était hyper dynamique, c'était très sympa. Et ensuite, on a perdu un petit peu ça. Après, concernant les mouvements un peu plus radicaux, on va dire. Alors c'est très bien, moi j'y prends pas part, hein, mais c'est très bien qu'ils existent parce qu'au moins ça permet de mettre sur le devant de la scène ces sujets-là. Moi je trouve ça très bien qu'il y ait ce genre d'association. J'ai énormément de respect pour Greta Thunberg, qui a mis quand même le sujet climatique, mais vraiment à une place inespérée dans le débat mondial. Qu'on voit moins d'ailleurs, il me semble, depuis quelques temps. Oui, mais je trouve ça bien, parce que c'est ce qu'elle avait dit, et aussi l'astrophysicien Aurélien Barraud aussi avait dit ça. C'est des gens qui sont dans la lumière pendant quelques temps et qui disent après, moi je me retire parce que je veux pas incarner le combat. Et je trouve ça très bien, voilà, que des gens petit à petit prennent la parole et incarnent pendant quelques mois, quelques années, on en parle, puis ensuite il y a une sorte de renouvellement, comme ça on tombe pas dans la lassitude. Mais après, ces actions-là, j'y prends pas part. Alors déjà, je pense que je me ferai licencier, c'est pour commencer. Et donc déjà, et puis parce que on a changé d'ère. Maintenant, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Il y a Instagram, il y a Twitter, etc. Et alors, ça donne plus de visibilité, mais aussi ça attire énormément de foudre. Oui. Et il y a beaucoup de gens que ça braque. Beaucoup de gens que ça braque, donc c'est pour ça que je suis un petit peu sceptique, on va dire, mais je reconnais bien volontiers que sans ces mouvements-là, il n'y aurait pas autant de couverture autour de la question climatique, et je trouve ça très bien. D'accord, pardon, allez, je vous en prie. Oui, non, tout simplement pour dire qu'on est à peu près en phase là-dessus, mais donc moi j'ai participé à presque à toutes les marches climat, sauf celles où je n'étais pas sur Paris, ce qui est arrivé quelquefois. Mais effectivement, j'ai un souvenir quand même de la dernière qu'on a faite, qui a été vraiment extrêmement. Il y avait les Black Blocs et tout ça. C'était quand même, ça devenait pas très intéressant, disons. Voilà. Et depuis, il y en a eu une ou deux depuis qui n'ont pas eu beaucoup. Il n'y a plus le dynamisme du début. C'est ça que je veux dire, tout simplement. J'en ai refait deux depuis, il y a quelques mois encore. Mais on voit bien qu'il n'y a plus du tout. D'abord, c'est vrai, on ne parle pas beaucoup de climat, moins de climat, mais voilà. Donc, je pense que c'est bien aussi. J'aimerais bien qu'il y ait un dynamisme. Enfin, moi, je pense que disons, dire les choses, manifester, le faire, c'est utile. Extinction Rebellion, je suis un peu comme ça, je trouve que c'est très bien, mais on m'a contacté, je ne me suis pas non plus engagé pour Extinction Rebellion, je ne cache pas, je ne suis pas allé m'enchaîner. Donc non, mais c'est vrai, donc, mais je respecte tout à fait, je pense que c'est important, et c'est aussi important, disons dans cette même ligne. Bon, d'abord, il y a d'autres figures. Par exemple, j'ai fait des débats avec, parmi les jeunes en France, Camille Etienne, ou bien hier avec Léa Falco, j'étais à Solidez hier. Donc, voilà, donc il y a toujours beaucoup de jeunes qui se mobilisent. C'est vrai qu'on parle de plus en plus des remises de diplômes. Il y a encore, qui sont de plus en plus... qui donne de plus en plus de visibilité. Oui. C'est une autre façon. Mais voilà, tout ça, je pense que c'est bien aussi, qu'il faut quand même redire les choses et que c'est bien qu'il y ait des jeunes qui le disent et qui le redisent. Et moi, s'il y a une autre marche sur le climat, j'irai probablement, mais je vois bien que c'est... Oui, c'est paradoxal, parce qu'en fait, il y en a de moins en moins, ce qui est assez... Oui, c'est ça aussi, parce qu'on voit bien... on voit bien que ça ne mène pas disons, ça n'a pas vraiment d'impact. Et donc, voilà, à un moment, il faut qu'il y ait un dynamisme, il faut que les gens sachent... Je pense que ça sert à quelque chose, et là on voit bien que c'est un peu disparu, cet esprit des premières marches. Dernière question, parce que vous avez des questions pour chacun d'entre vous, et puis après on va passer au public. Baptiste, quelle est votre ambition pour les années à venir? Et quel niveau? Tout. Ah oui, vaste question. Non, mon ambition... je pense qu'on a tous la même quand même. Hein. Malgré nos divergences, nos opinions, je pense qu'on a tous la même, c'est d'atteindre... atteindre la neutralité carbone en 2050, atteindre le 1.5, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, en tout cas dans le débat public, mais maintenir notre planète vivable, travailler sur l'atténuation et l'adaptation, c'est très bien. Après, j'ai vu que c'était dans les questions d'après, mais je vais peut-être anticiper un peu. C'est aussi l'ambition, c'est que les jeunes s'emparent de la question, à la fois climatique et politique. C'est quelque chose que je trouve très important. Moi, j'ai été, pas horrifié, mais très embêté, très déçu, que 71% des 18-24 ans n'aient pas voté aux élections législatives.
moi, je ne peux pas entendre après qu'on me dise on s'est fait voler les élections. Non, ça, je ne peux pas l'entendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une grande ambition, c'est que les jeunes prennent de la place dans ces choses-là. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que, alors dans plein de partis avec lesquels j'ai des divergences, que des jeunes s'étaient présentés aux élections législatives, mais très jeunes, il y en a entre 20 et 22 ans. J'ai vu qu'il y avait 2 élus NUPES qui avaient 21 ans, et je trouve ça formidable. Je trouve ça génial. Voilà, le message, c'est l'ambition, c'est que les jeunes s'engagent dans ces choses-là. Alors que ce soit dans des associations ou ailleurs, c'est très bien, le travail de sensibilisation, il est extrêmement important. Mais le pouvoir décisionnaire derrière aussi, il est là. Et c'est aussi en rentrant dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, départementaux, à l'Assemblée, avec cette mentalité-là, de vouloir changer la machine, de vouloir atteindre ses objectifs climatiques, qu'on va pouvoir un petit peu changer les choses. On ne peut pas élire toujours les mêmes personnes et en espérant que ça change. Voilà, c'est ce que disait Einstein, vous ne pouvez pas faire 10 fois la même action en espérant 10 résultats différents, c'est pas possible. Donc c'est aussi en faisant ça, c'est en s'engageant, en prenant des tôles, en perdant, ça c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie du jeu. Mais en continuant comme ça, ouais, voilà, l'ambition, je pense qu'elle est là. Merci. Alors, Jean, vous avez donc une action dans le cadre de l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez de la place qui est accordée aujourd'hui à l'écologie dans l'éducation, à la question climatique? Et est-ce qu'il faut faire mieux? À mon sens, on peut faire mieux, mais... Oui, il faut faire mieux. Enfin, ce qui me semble déjà, c'est, enfin, pour m'y être intéressé, on fait déjà un peu mieux dans le primaire et dans le secondaire qu'on le faisait il y a une dizaine d'années. Mais on est encore loin du compte. Bon, voilà, c'est-à-dire que, disons, dans le secondaire, je crois que les outils sont là, mais la mise en place n'est pas quand même complètement effective. Voilà, parce que c'est assez difficile, c'est quand même assez transdisciplinaire, mais je crois que dans les lycées, il y a une prise de conscience, là où effectivement, force est de constater que, eh bien, il y a peu de choses qui sont faites, c'est l'enseignement supérieur. Et en fait, disons, il y a eu... bon, c'est clair que, disons, si on revient aux premières marches climat, eh bien, la réponse de Jean-Michel Blanquer a été la réforme des programmes du lycée. C'était sa réponse. Et il y a eu aussi, à l'époque, le manifeste des 15 000, plutôt des étudiants. Et effectivement, Frédéric Vidal, qui était alors ministre de la recherche, de l'université, enseignement supérieur, recherche et innovation dans ce cas-là, eh bien, disons, elle s'est dit aussi, il faut que je fasse quelque chose. Donc, bon, elle a mis sur pied un groupe de travail qui m'a invité à présider. Donc, voilà, on était une vingtaine avec donc un rapporteur qui s'appelle Luc Abadi, qui est un des grands spécialistes biodiversité en France, disons. Et voilà, disons, une mission quand même. Comment fait-on pour que 100% des étudiants, à l'issue de leur cursus, quelle que soit leur filière, soient formés, sensibilisés à la transition écologique. C'est très ambitieux. Donc, voilà, donc on était une trentaine, dont des étudiants, bien sûr, entre 20 et 25 à travailler. Ça a duré 2 ans. On a mis les premières recommandations. Ça a commencé fin 2019, premières recommandations en juillet 2020. Et puis après, disons, on a fait un second rapport sur la mise en œuvre. Bon, là, il y a eu en fait, on a arrêté de travailler pendant à peu près presque 1 an. Donc, on est reparti simplement en mars 2021 parce que en fait, le ministère souhaitait que, disons, ne souhaitait pas que notre groupe de travail se mette, disons, effectivement, réfléchisse au moment où cette mission était en train d'être, disons, prise en compte dans la loi. Et c'est intéressant, maintenant, dans la loi de programmation recherche, eh bien, c'est une des missions de l'enseignement supérieur que de former et de sensibiliser à la transition écologique. Et quand on parle de transition écologique, c'est vraiment au sens large. C'est aussi les aspects... On parle souvent de transition socio-écologique. Ce n'est pas simplement climat, énergie, environnement, biodiversité. C'est aussi les aspects sociétaux, les aspects économiques, les aspects culturels. C'est tout ça, la transition. C'est en gros le fonctionnement de nos sociétés. Donc, voilà. Et puis, on a remis ces recommandations. Elles sont
Donc, pour répondre à notre mission d'essayer d'atteindre 100%, donc la recommandation, c'est vraiment de mettre l'accent, d'abord la continuité avec le secondaire. Hein. Il faut pas refaire ce qui a été fait dans le secondaire. Il faut vraiment plus d'interaction entre secondaire et supérieur, au moins sur ces thèmes. Et la recommandation, c'est de faire un effort sur les 2 premières années. On parle de 6 ETCS. Alors il y a beaucoup de gens ici qui savent de quoi on parle, hein, 6 unités de compte en termes d'enseignement. Correspondait aux UV autrefois. Ouais, voilà. Et puis, mais aussi, ce n'est pas forcément créer de nouvelles, de nouveaux enseignements. C'est aussi essayer vraiment d'insuffler dans les enseignements existants, disons, une partie il n'y a pas d'enseignement dans lequel on ne puisse pas parler de transition, hein, c'est très clair, hein, quand on la voit au sens large. Donc c'est ça les recommandations. Il y a aussi, même si ce n'est pas dans le titre, on parle aussi de l'enseignement à la transition tout au long de la vie. Voilà, bien sûr, former les enseignants. Moi, je vous invite à aller le voir, ceux qui sont intéressés. Donc, pour le moment, quand on a rencontré Emmanuel Macron entre les 2 tours, c'est une des choses que je lui ai dites. Enfin, bien sûr, quand je suis intervenu, l'importance de l'éducation. Et voilà, donc, je lui ai vraiment demandé, enfin, je lui ai vraiment dit que si ça ne se passait pas au niveau de la présidence de la République, il ne se passerait rien. Alors, pour le moment, on a été, en fait, dès sa nomination, Sylvie Retailleau nous a contactés, Luc et moi, et en nous disant, dès le dimanche, hein, je crois que le gouvernement a été nommé en fin de semaine, dès le dimanche, elle nous contacte en disant je souhaite vous rencontrer, disons assez rapidement, ce qui s'est fait. Et a priori, donc, disons, bien sûr, notre travail en tant que groupe de travail est terminé, mais disons, les rapports n'est pas pour le moment tombé aux oubliettes. Disons, il devrait y avoir normalement, c'est notre espoir, une journée de lancement à l'automne, hein, de cette initiative, et puis bien sûr des mesures. C'est une véritable ambition, c'est pas simple à mettre en place, mais pour moi c'est essentiel. Mais justement, parce que pour avoir travaillé sur ces questions, en avoir discuté avec des PDG de grands groupes, etc., parce que ce qui est marrant, c'est quand vous parlez avec des gens qui dirigent des grandes sociétés, je ne veux pas les nommer, mais en privé, ils sont extrêmement convaincus, et ils ont l'air même pas paniqués, mais réellement inquiets. Et puis quand on voit leur société faire, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais est-ce que, c'est ma question, donc certains d'entre eux suggèrent même que ça commence dès le primaire, que ça dure toute la scolarité et que ça continue à l'université. Moi, ce que je ne comprends pas, encore une fois en dépit de mon grand âge, je devrais le savoir maintenant, mais qu'est-ce qui fait que quand on veut quelque chose dans ce pays, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que, on se dit, on va former les enfants, les adolescents, les jeunes adultes dans le cursus scolaire, universitaire. Ça paraît pas être un truc au-delà de l'intelligence humaine. Et ça a l'air d'être des travaux d'Hercule. Enfin, c'est insensé. Quels sont les trucs qui bloquent ? Oui, alors pour l'université, mais après je reviendrai sur les patrons de grands groupes parce que je pense que ça change un peu. Sur l'université, c'est vraiment organisé en silos. Alors chaque enseignant a vraiment donc voilà ses heures et chacun, disons, en gros, ça va déranger le système. Donc voilà, c'est largement ça, faut pas croire. Et même au niveau disons en primaire et en secondaire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gens sont organisés d'une façon et le changement n'est pas leur point fort. Donc, parce que c'est éminemment transdisciplinaire, donc ça change complètement, disons, la vision, l'organisation, y compris dans l'université, c'est vraiment un silo. Non, par rapport, François, à votre remarque sur les PDG, moi j'ai senti un changement très important au cours peut-être depuis un an. Donc, par exemple, je vais donner 2 exemples. J'étais à Reims à une réunion du MEDEF, il y a 15 jours maintenant, hein. Donc c'est simplement une réunion des responsables régionaux. Et en fait, Roux de Bézieux, Geoffroy Roux de Bézieux était là. Donc on a eu 3 ateliers. Il est venu écouter sur le climat. Pendant 2 heures, il n'a pas arrêté de poser des questions. C'est-à-dire ça ne se serait pas produit il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire voir le patron du MEDEF venir, disons, voilà, écouter comme s'il était là. C'était un petit groupe comme ça. Hein, voilà. Donc il y a la semaine dernière la semaine dernière,
enfin j'étais chez Eiffage, oui chez Eiffage, et c'était vraiment le PDG qui était là. Voilà, le COMEX, ça change. De même, bon, je fais chez Amundi formation des gens du COMEX. Hein, c'est là dans quelques semaines. Donc ça, c'était complètement différent il y a quelques années. Disons, on avait des contacts des entreprises, mais plus au niveau, bien justement, des responsables de développement durable et tout ça. Mais là, ça a changé. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais les dirigeants des grandes entreprises, ils commencent à se dire, il faut que je sois au courant quand même. Hein. Déjà, c'est le minimum. Oui, hein. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a un changement. Donc, voilà. Je voulais noter ça simplement par rapport à votre temps. Oui, pourvu que ce soit un départ. Oui, mais si c'est pour ne rien faire, c'est pas mieux. Mais bon. J'ai eu le sentiment, moi, quelques fois où j'ai effectivement discuté de ça, qu'il y avait quand même... Oui, et puis ces gens ont des enfants et tout, ils commencent à se dire, alors les enfants doivent les engueuler le soir. Je crois que ça va être l'heure de passer la parole à l'immense public. Alors, qui veut poser des questions? Alors, je vais vous demander donc de prendre un micro, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Adèle Pluquet, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiante en 4e année d'école d'ingénieur en informatique. Donc dans un an, je suis diplômée, je me pose pas mal de questions par rapport aux entreprises dans lesquelles j'aurais envie de travailler quand j'aurai mon diplôme. Vous avez évoqué tout à l'heure rapidement les remises de diplômes qui ont eu lieu cette année, avec par exemple des appels à boycott des entreprises trop polluantes ou qui vont dans le sens inverse des objectifs écologiques. Qu'est-ce que vous avez envie... ma question s'adresse du coup à Jean Jouzel surtout. Et qu'est-ce que vous voudriez dire à ces jeunes ingénieurs qui ne souhaitent plus travailler dans les entreprises comme ça? Oui, alors moi ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a aussi... oui, bien sûr, je comprends, mais il y a aussi beaucoup... Alors je dirais aux jeunes ingénieurs qu'il y a beaucoup à faire pour s'inscrire, pour que leur activité s'inscrive effectivement dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. C'est peut-être aussi ça qu'il faut voir. Il y a tellement de secteurs où on a besoin de jeunes, d'innovation, je le redis, y compris dans l'informatique. Comment on fait pour que l'informatique soit peut-être plus régulée, soit, disons, consomme moins d'énergie? Il y a beaucoup de choses à faire aussi. Il n'y a pas de domaine dans le bâtiment, dans la mobilité. Il y a tellement de choses à faire. Donc je ne vois pas enfin, disons, je comprends les jeunes qui d'abord, leur message, c'est que l'enseignement n'était pas à la hauteur de leurs espérances et qui se tournent vers vers, disons, quelque chose qui est très différent de ce à quoi ils se destinaient peut-être au départ quand ils sont rentrés dans une école d'ingénieur. Moi, je respecte tout à fait, mais je souhaiterais dire aussi qu'il y a vraiment besoin de jeunes qui s'impliquent, mais c'est quoi le problème? Donc, je veux dire, il faut penser innovation, recherche, pas qu'innovation technologique, innovation sociétale dans l'organe de société, mais ce qu'il faudrait, c'est être capable, disons à chaque fois, disons d'évaluer l'innovation par rapport aux objectifs de neutralité climat. C'est ça qui est important. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est quand même malheureusement ce qu'on ne fait pas, et tu l'as dit, Baptiste, dans deux secteurs, hein, le transport aérien, par exemple, et normalement le numérique. Donc, si on regarde le rapport du Haut Conseil pour le climat, la 5G, c'est pas très bon pour, c'est pas très bon pour le climat. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que la 5G devrait être limitée à des utilisations spécifiques. Il y en a, mais voilà. Donc c'est des problèmes aussi. Mais il y a des choses à faire. Je ne suis pas du tout, ce que j'essaie de dire, je ne suis pas du tout contre l'innovation. Et pour l'innovation, on a besoin de jeunes, on a besoin d'idées, on a besoin... Donc, vous n'êtes pas forcément appelé à ne pas vous inscrire, à ne pas inscrire votre carrière dans ce à quoi vous rêvez, mais faites-le avec cette idée de neutralité carbone. Est-ce que ce que je fais contribuera d'une façon ou d'une autre à la neutralité carbone? Parce qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. C'est vraiment ça le message. Donc moi, j'encourage plutôt à être actif, mais voilà, de façon intelligente. Une autre question? Oui, alors c'est une double question dont la première partie... Je vais me présenter d'abord. Oui, bonjour, Marie Codet, je suis étudiante en géopolitique à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et donc, double question, dont la première partie s'adresse surtout à Jean Jouzel et la deuxième surtout à Baptiste Denis. Vulgariser la science est-elle le meilleur moyen de provoquer la prise de conscience? Et comment faire pour que les médias, entre guillemets, mainstream, soient de meilleurs vulgarisateurs? Alors, comment faire par rapport aux médias eux-mêmes? Oui, moi je pense que manifester, on en a parlé, donc c'est une façon de faire, mais il faut aussi, les médias ont un rôle très important à jouer. Bon,
Honnêtement, je pense, enfin bon, pour les avoir pratiqués depuis plus de 45 ans, franchement, on a quand même des médias relativement de qualité en France. Il faut surtout, je ne dirais surtout pas, disons, il y a vraiment des gens d'extrême, enfin, dans les grands journaux qui sont vraiment, voilà, moi. Je suis bon, je me travaille avec Oui Demain, c'est bien, hein, donc on peut faire des belles choses chez Oui Demain. Et bien sûr, dans le monde. Et avant National Geographic. Ouais, voilà. Hein. Donc non, je veux dire, on va pas dire non plus les médias tous sont pour et tous, c'est faux. Donc bon, il y a toujours des regrets, mais c'est pas de la faute des médias. Par exemple, mon espoir, c'était que, disons, avec cette adoption des 2 derniers rapports du GIEC pendant la campagne électorale, j'espérais que disons, ça aurait plus de visibilité, hein, mais bon, voilà, la guerre en Ukraine, on a voulu autrement. Mais c'est le problème du climat. Il y a toujours une autre, c'est prioritaire, mais il y a toujours une autre priorité qui va passer devant. Là, ça va être, on voit bien, donc, bon, on relance, le monde d'après est comme le monde d'avant, c'est-à-dire qu'on relance par la consommation. C'est très clair, et c'est pas possible. Si on relance par la consommation, on peut, enfin, je veux dire, c'est pas compatible avec les objectifs affichés dans la loi. On peut pas. Je veux dire, ça c'est incroyable. Bon, enfin, bon, voilà. Donc, mais les médias, là, je pensais aux médias, voilà, disons les journaux. Moi, j'ai peut-être un regret quand même. Il y a quelques bonnes émissions de radio aussi, hein, donc bien sûr, mais disons la télé, c'est quand même extrêmement pauvre par rapport à nos disciplines en général, hein, quand même. Bon, donc voilà. Donc autrement, les livres, c'est bien, mais bon. Tu me demandais combien on en avait vendu, pas beaucoup, hein. On n'en a pas assez. J'en sais rien. Ben non, justement, on n'en sait rien. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Là, je me suis impliqué dans l'art aussi, des pièces de théâtre qui s'y intéressent. Voilà, la bande dessinée, celle de Jean Covici, a un grand succès. Hein, je ne sais plus, on doit être à 300 000. Donc voilà, il faut aussi bouger, il faut aussi aller vers les gens. Des conférences, enfin, je sais pas, moi, je presque fais des conférences tous les jours au mois de juin parce que bon, il y a quand même beaucoup de monde à venir. Voilà, malheureusement, ce sont des convaincus, mais pas malheureusement. C'est très bien qu'ils soient là. C'est pas ça que je veux dire, mais voilà, comment on touche ceux qui disons, voilà, comment on touche les autres. C'est ça qui m'intéresse aussi. Voilà, mais bon, moi, je ne me plaindrai pas spécifiquement des médias. Il faut continuer. C'est aussi à vous de vous informer, mais je pense que vous êtes bien informés. Donc, voilà, je pense que bon, il n'y a pas besoin d'une révolution dans les médias. Peut-être quand même d'amélioration au niveau de la télé. J'aimerais bien. On n'a plus d'émissions scientifiques comme on avait. Voilà. Moi, je me souviens, par exemple, je suis allé quand même à C'est ce soir récemment, mais des émissions comme Ce soir ou jamais, il y a une quinzaine d'années, tous les 2 ou 3 mois, il y avait vraiment, c'était consacré à des aspects de recherche et tout ça, ça ne se fait plus, quoi. Donc voilà un petit peu. Alors, je voudrais juste apporter mon modeste point de vue. Ce qu'on appelle les médias mainstream, en fait, je trouve que c'est complètement aberrant, parce que si vous additionnez la diffusion du Monde, du Figaro, de Libération, du Parisien, c'est peanuts pour un pays de 67 millions d'habitants. Je vous donne juste, et puis après je repasse la parole, un exemple. Quand je dirigeais National Geographic, j'allais souvent dans des ZEP pour donner la bonne parole à des élèves qui devaient avoir 14-15 ans. Donc dans des zones difficiles, avec 30 nationalités par classe, enfin bref. Quand vous demandiez, vous savez ce que c'est que Le Monde ? Non. Le Figaro ? Non. Vous vous rendez compte ? Il y en a même qui ne savaient pas quelles étaient les chaînes de télévision. TF1 ? Non. Ils connaissaient les trucs sur Internet ou des chaînes de télé, je ne sais pas quoi, RMC Télé, je ne sais pas quoi, BFM, machin. Donc ce qu'on appelle mainstream, en fait, c'est complètement bidon. C'est plus du tout mainstream. Ça concerne une couche infime de la population française qui est informée. Donc effectivement, ce sont des médias de qualité. Mais ça ne touche malheureusement pas, et je pense que ça c'est un problème fondamental, sociologique et politique, c'est qu'avant, les gens étaient tous informés à peu près de la même façon, des journaux de gauche, d'extrême gauche, droite, d'extrême droite, peu importe. Mais tout le monde, au moins, avait accès à un ensemble qui fédérait tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont plus de référents. Même TF1, qui était le truc, et France 2, c'est même plus tellement les référents. Donc je pense que ça, c'est un grand problème d'éducation et c'est un grand problème de citoyenneté. Voilà, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, je vous laisse la parole. Il y a une deuxième partie de la question pour Baptiste. Oui, c'est ça.
question était en 2 parties, et les 2 parties ont été posées déjà. Ah ben non, il faut que tu répondes aussi maintenant. Comme les vous voulez. réseaux sociaux, parle-moi des réseaux sociaux. Moi qui n'y suis pas. Si, vous y êtes, mais vous ne le savez pas. Si. Quelqu'un gère votre compte pour vous. C'est pas moi, hein, je vous rassure. Non, pour le rapport du GIEC l'année dernière, en fait, d'un point de vue médiatique, on n'a pas eu de bol, parce que le groupe 1 est tombé le jour de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, ça. Bon, voilà, c'est pas de bol. Il aurait mieux fait de signer au FC Nantes. Le rapport du groupe 2 est tombé le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et le groupe 3, on était à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Moi, je trouve ça assez symptomatique du fait qu'on ne traite pas les sujets techniques dans les médias. Enfin, dans les médias. Non, c'est faux ce que je dis. Dans les médias audiovisuels. Dans la presse écrite, on a quand même des journaux de grande qualité. Je trouve que les pages du Monde, les pages Planète, notamment, il y a une journaliste que vous connaissez bien, Audrey Garrick, qui est formidable, qui traite les sujets d'une manière passionnante. Dans le Parisien, dans l'IB, il y a des super papiers. En fait, dans la presse écrite, on prend le temps vraiment d'écrire les choses, on regarde les infographies, c'est intéressant. À la télé et à la radio, on n'a pas le temps. Parce qu'à la radio, 1 minute, c'est pas 1 minute 1, c'est 1 minute. Faut expliquer les choses très très vite. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est en 280 ou 40 caractères. On regarde rarement une vidéo plus de 30 secondes. On n'a pas le temps en fait, parce qu'on est alpagué par des tas d'informations à droite, à gauche. Le cerveau divague dans tous les sens. Et c'est pour ça, donc, je pense qu'à la télé, à la radio, il y a un déficit de traitement de l'information là-dessus. Après, il y a souvent des scientifiques qui sont invités. Hein. Jean, vous êtes quand même souvent à la télé, à la radio. Le problème, c'est que le journaliste s'informe avant d'informer. Les journalistes ne s'informent pas sur la question climatique. Et ça se sent. Ça se sent vraiment dans le traitement de l'information. Notamment dans des sujets assez techniques comme le nucléaire. Quand les journalistes parlent de nucléaire à la radio et à la télé, mais voilà, on va construire une nouvelle centrale nucléaire, ils sont limite en train de nous dire on va tous mourir l'année prochaine, quoi. Donc non, vraiment, il y a quand même un déficit là-dessus. Il y a beaucoup de journalistes quand même qui se forment petit à petit grâce à des actions comme la fresque du climat, des choses comme ça, qui sont super bien faites. Moi, j'ai eu l'occasion de la faire. Alors, vraiment, c'est vraiment super. Vous l'aviez faite aussi, je crois. Non, vous en avez pas besoin, vous, non. Oui. Donc, oui. Donc non, il y a des choses comme ça qui sont très... Ah oui, j'ai des souvenirs là-bas. Donc oui, il y a des journalistes quand même qui sont formés pour ces questions-là, et c'est assez important, mais c'est vrai que c'est aussi le reflet d'une société, les médias. Si Lionel Messi signe le même jour que le rapport du GIEC et que tout le monde parle de la signature de Lionel Messi, c'est parce que les gens ils regardent la signature de Lionel Messi. C'est aussi ça, c'est aussi ce que les gens attendent en fait, et c'est pour ça que c'est pas forcément la faute des médias, c'est que on mesure ce que les gens regardent, et c'est sûr que voilà, il n'y a pas photo, quoi. Non, si Lionel Messi parlait du climat, là, ce serait un carton. Oui, alors là je suis pas sûr. Non, mais il y a des sportifs qui s'impliquent dans ce genre de choses, notamment Sébastien Vettel, le pilote de Formule 1. Enfin, j'aime bien la Formule 1, mais un pilote de F1 qui m'explique qu'il faut arrêter de manger de la viande, ça me fait un peu sourire. Mais bon, ça, après, c'est chacun son problème. Mais non, c'est aussi le reflet d'une société. Ce que je disais tout à l'heure, on vit dans une bulle, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on allume la télé, on se dit « Ah, super, je me ferais bien 1 heure sur le climat ». Franchement, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui allume la télé, on dit « Super, je me ferais bien 1 heure sur le climat ». Donc non, c'est aussi ça. Je pense pas que ce soit la faute des médias, mais en fait, on en parle quand on sait. Quand on ne connaît pas le sujet dont on parle, forcément, on n'a pas envie d'en parler. C'est difficile de vulgariser. On ne vulgarise pas un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et c'est aussi ça qui est important, la formation des journalistes. Une autre question ? Bonjour, je m'appelle Esther Sévenot, je suis en études à Sciences Po à Toulouse. Et du coup, quand vous parlez de bulles, je comprends bien de quoi vous parlez, parce que c'est vrai qu'on a la chance, on va dire, d'être sensibilisé à la politique ou à l'écologie. Et je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les élections, avant de poser ma question. Et en effet, du coup, vu qu'on est sensibilisé à la politique, on a l'impression que tout le monde va aller voter. Et quand on voit les taux d'abstention, notamment chez les jeunes, forcément, on est aussi troublé. Même si je pense qu'il faut aussi mettre en avant que si certains jeunes ne sont pas allés voter, c'est aussi parce qu'ils ne se sentent pas représentés ou parce qu'ils ne comprennent pas l'offre politique non plus.
Et du coup, par rapport à ça, je voulais vous demander, donc ce sera certainement pas dans un futur proche, et je ne sais même pas si c'est souhaitable, mais on se demandait, face à la diversité des opinions concernant la transition écologique, on a déjà pu entendre parler, je ne pourrais pas vous le sourcer dans les médias ou sur les réseaux sociaux, d'une possibilité de dictature verte. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, et est-ce que ce serait nécessaire à un certain point? Bon, alors déjà, moi je pense qu'une dictature, quelle qu'elle soit, n'est pas souhaitable. Ouais, il y a quelque chose que j'ai appris à ma modeste échelle d'élu local, c'est qu'on ne peut pas imposer le bonheur aux gens. Des mesures radicales, une dictature verte, nous on trouverait ça super parce qu'on est sensibilisé au sujet, on se dit mais c'est évidemment qu'il faut enlever les bagnoles, évidemment qu'il faut manger moins de viande, évidemment qu'il faut arrêter de prendre l'avion. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas ça. Et c'est ce que vous disiez, c'est vrai. Moi, autour de moi, tous mes amis ont voté. Hein. Moi, si je faisais un sondage autour de moi, il y avait 0% d'abstention en France. Hein. Sauf que voilà, chez les jeunes, il y en a 71%, pour diverses raisons. Oui, parce que l'offre politique était pas terrible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'extrêmes. Quelqu'un qui se dit le seul modéré au milieu, et puis on se sent un peu pris en étau, quoi. Donc... c'est vrai que la notion de dictature verte, oui, je l'avais déjà entendu, en fait, imposer ces choses-là aux gens, sauf qu'il y a plein d'autres partis qui vont dire, bah oui, vous voulez une dictature verte, bah moi je veux une dictature sur l'immigration, un autre qui va dire, moi je veux une dictature sur la sécurité, l'autre qui va dire, je veux une dictature sur autre chose. Donc c'est très difficile, c'est très difficile pour ça. Et quand je dis on peut pas imposer le bonheur aux gens, c'est parce que en fait quand les gens votent pour quelque chose, donc ils s'attendent à ce que la personne respecte son programme, ce qui est aujourd'hui quelque chose d'assez flou. Mais ça existe encore quand même. Et donc si les gens veulent quelque chose, on ne peut pas non plus imposer quelque chose derrière. Donc oui, en plus on en avait parlé dans le livre, on s'est dit en fait la seule manière de se poser la question, c'est est-ce que la démocratie est compatible avec la neutralité carbone? C'était une vraie question qu'on s'était posée. Et sauf que là, on tombe vraiment dans une question d'éthique, hein, là, quand même. Est-ce qu'on va faire un coup d'État pour imposer l'écologie? Alors déjà que j'entends des termes comme Khmer vert, ayatollah, des trucs comme ça. Alors le jour où vous imposez une dictature verte, là, j'ose même pas imaginer dans quel degré on va arriver. Donc non, c'est une question qu'on s'est posée, dont on n'a pas forcément une réponse précise, parce que c'est extrêmement difficile. Après, imposer des mesures radicales et une dictature verte, oui, mais... non. Non, mais... Bah, la planification écologique... C'est pas de la dictature. C'est pas de la dictature, mais justement, c'est bien pour ça. Moi, je suis quand même assez pour la planification écologique, mais c'est extrêmement ambitieux si elle consiste vraiment à mettre... disons, la société en phase avec les objectifs affichés. Hein, donc, voilà, donc c'est pas du tout de la dictature verte, mais si on veut vraiment réussir, c'est souvent dit, hein, si on veut vraiment réussir les moins 55% en 2030, bon, il faut se retrouver, c'est pas simple du tout, et sans mesures, pas dictatoriales, mais par exemple celles proposées par... les citoyens sur la limitation à 110 km/h, sur les véhicules lourds, tout ça. C'est pas de la dictature verte, mais s'il n'y a pas des normes et s'il n'y a pas non plus, disons, voilà, un peu de décisionnel, voilà, et on n'arrivera pas non plus. Je ne pense pas que avec les mesures qui sont inscrites dans la loi actuellement, on arrive à respecter les objectifs affichés dans la loi. Et ça, c'est... Alors, on parle de planification écologique et j'aimerais bien effectivement qu'elle se concrétise par, disons, une adéquation entre la réalité et les objectifs. Et la limitation aux 110 km/h, c'est un très bon exemple. Parce que donc, ça a été prouvé par A plus B que si on réduit de 20 km/h, on réduit, alors vous me corrigerez, d'environ 20% les émissions donc, sur un trajet. Et puis quand vous réduisez de 20 km/h, finalement, si vous faites, je sais pas, un Paris-Lille ou un Paris-Bordeaux, vous ne perdez pas tant de temps que ça. Donc il y a vraiment un bénéfice écologique, un bénéfice sur la pollution, et vous perdez pas tant de temps que ça, surtout si vous arrêtez un petit peu en chemin. Sauf que quand vous parlez de 110 km/h, vous vous souvenez des gilets jaunes quand même. Et là, ce serait x10. Donc ce serait une mesure pleinement préférable pour tout le monde, mais socialement inacceptable. Et c'est là où justement, si vous l'imposez, on peut basculer donc, dans une mesure radicale non souhaitée, qui serait extrêmement intéressante pour le climat, mais qui mettrait le feu aux poudres, et c'est là qu'il y a ce blocage et où on n'a pas la réponse. Oui, mais ça revient à ce que disait Jean-Michel.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour rester dans ce truc-là, c'est, vous le savez sans doute, les SUV sont devenus le must en matière de voiture. La vente de SUV dans le monde a effacé, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, tous les bénéfices de la COP21. C'est-à-dire que tout ce qui a été décidé par la COP21 a été pulvérisé par le fait que le monde s'est mis à acheter ces foutus SUV. Et si, à un moment donné, on ne dit pas bah, « stop, c'est fini les SUV, c'est plus des voitures à 2 tonnes qui consomment 25 litres au 100 » ou moins théoriquement, mais dans la... Oui, mais, enfin, vous savez le truc. Sur le papier, c'est tant, et dans la réalité, c'est un petit peu différent. Donc si on continue comme ça, jamais vouloir interférer et dire « bon, maintenant stop », eh ben, on en est là. C'est-à-dire que la COP21, grosso modo, c'est à blanc à cause du fait que aucun constructeur n'a voulu renoncer au SUV parce que c'était à la mode. Enfin bref. Actuellement, non, sans vouloir, je ne vais pas trop faire de politique, mais actuellement, il n'y a personne, disons, par rapport à l'augmentation du coût de l'essence, je ne parlerai même, enfin, il n'y a personne, c'est réduire les taxes, mais personne n'ose, même, disons, simplement redire ce qu'a dit l'OCDE quand même, hein, ce qu'a dit l'OCDE, simplement redire que limiter à 110 km/h, ce serait bien. Pas forcément le forcer, mais le redire, faire une publicité, dire voilà, eh bien non, on va parler de réduire les taxes sur le disons pour que la facture retombe un peu, on va diminuer les taxes, mais pas du tout inciter les gens à rouler à 110 km/h. Et ça, même sans les forcer, je veux dire, les inciter, ce serait déjà pas mal. Oui, c'est bien. Donc ça arrive à ce que je disais, c'est que les mesures qui seraient nécessaires pour arriver aux objectifs sont tellement difficiles qu'on ne va pas y arriver à moins d'être un peu contraignant. Enfin bref. D'autres questions? Bonjour à tous. Bonjour. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Jeanne Terpro et je suis diplômée d'un master en finance durable. Donc c'est un secteur, comme vous le savez, qui a plein de limites, mais ça a eu le mérite de nous former et de nous sensibiliser sur les enjeux du changement climatique. Mais je vous rejoins sur le constat que l'enseignement supérieur n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Je trouve que c'est parfois compliqué, on est dans des bulles cognitives où, avec nos proches, notamment mes camarades de formation, on est très sensibilisés et on a peut-être un entourage qui l'aime moins, notamment en ce qui concerne les jeunes, puisque, comme vous le disiez, beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter ou ne sont pas encore très renseignés sur le sujet. Et parfois, quand on veut parler du changement climatique ou des enjeux voilà, en tout ce qui concerne la biodiversité, etc., on a tendance à plutôt plomber l'ambiance. Autour d'un verre, on plombe l'ambiance, c'est un sujet qui n'est pas sympa. Et on peut aussi apparaître comme des donneurs de leçons très rapidement. Et ma question pour vous, c'était comment, en tant que jeune, on pourrait discuter avec nos parents, nos grands-parents, ou plus généralement toutes les personnes qui ne sont pas sensibilisées, sans paraître moralisateur. Comment vous parlent vos petits-enfants? Ah, c'est pour moi? Bah, oui, moi je suis moins jeune, mais je peux parler dans l'autre sens, moi. Bon. Non, mais je partage le constat. C'est vrai qu'on peut très rapidement passer pour un donneur de leçons en disant voilà, j'ai même pas le permis de conduire. Moi. Donc on me dit oui, toi tu t'en fous, tu n'as pas le permis, tu vis à Paris, tu as un passe Navigo, tu n'as pas de problème. Quoi. En gros. Donc c'est ça. Non, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est je dirais pas un déficit de connaissances parce que c'est un peu péjoratif, mais ils n'avaient pas les mêmes connaissances. En fait, c'est aussi ça. Il y a eu un mode de vie dans la deuxième partie du XXe siècle qui était plutôt bien, où en fait il y avait le plein emploi, on pouvait voyager, c'était le début des grands voyages, on pouvait partir en vacances en voiture sans se poser la question de quel est notre impact carbone, on pouvait manger de la viande autant qu'on voulait sans qu'on dise ouais, la viande c'est pas bien, etc. Donc c'est pas les mêmes connaissances. Après, ce que je constate quand même, c'est que les personnes qui ont des enfants et des petits-enfants quand même se sensibilisent un petit peu plus à la question. Ça, c'est assez important. Et paradoxalement, plus les... Alors, je ne sais pas pour vous, mais plus les grands-parents que les parents, étonnamment. Parce qu'il y a cette génération, enfin, sans tomber dans le cliché, ok, boomer, mais il y a cette génération boomer qui est un petit peu entre les deux. Les grands-parents qui ont connu la guerre. Et c'est vrai que pendant la guerre, au final, les grands-parents vivaient dans une société écologique, à la ferme, c'était local. La voiture, c'était des petits trajets, etc. Et les parents, ensuite, là, il y a eu l'explosion de la surconsommation, etc. C'est un peu plus difficile d'en parler. Après, pour ne pas passer pour un donneur de leçons, l'idée, c'est de faire de la pédagogie comme pour le 110 km/h. Moi, je ne suis pas pour qu'on impose les choses aux gens. Voilà,
Forcément, si vous arrivez avec vous invitez des gens à un barbecue, que tout le monde arrive et vous dit bah voilà, toutes les saucisses sont véganes, putain, là, vous allez braquer tout le monde et l'ambiance va peut-être pas être géniale. Non, l'idée c'est de s'adapter un petit peu aux volontés de chacun, d'expliquer. Moi, je donne souvent, enfin, c'est ce qu'on fait dans le livre, on donne les faits, on dit pas forcément ce qu'il faut faire, mais à partir des faits, à partir des connaissances, et ça fait un petit peu écho à la formation des journalistes. Quand vous savez comment agir. Donc juste donner les faits, juste expliquer pourquoi la Terre se réchauffe, pourquoi est-ce qu'il y a un réchauffement à 1,5 degré, c'est pas un réchauffement à 2 degrés, pourquoi est-ce que la vague de chaleur qu'on a connue il y a 10 jours, on a quand même fait 45 degrés à Paris, ça va se multiplier, des choses comme ça, pourquoi est-ce qu'il faut adapter les villes, c'est simplement expliquer pourquoi. Alors après, si la personne ne veut pas comprendre, en général, c'est mal barré d'entrée de jeu. C'est pour faire un parallèle avec les médias. Si vous parlez à un journaliste de France Info et un journaliste de Valeurs Actuelles, forcément, ça ne va pas se passer de la même manière. Mais si la personne est un minimum réactive à ce genre de choses, en expliquant les faits, c'est ça. Après, je dis très rarement, même jamais, de faire ci ou de faire ça. Parce que là, en effet, la conversation va être très compliquée. Je ne sais pas, vous, comment vous discutez avec vos enfants et petits-enfants. Non, je ne dis peut-être pas... un peu jeunes. Je n'ai pas dit à ma petite fille, 21 ans, qui a pris un vol entre Düsseldorf et Pescara pour 20 € qu'il ne fallait pas le faire. Non. Voilà, donc, mais elle le sait. Mais bon. Non, je vais dire non, bien sûr, non, faut pas. Voilà, on peut discuter calmement, mais disons informer, c'est déjà pas mal. Hein, donc voilà, faut. Mais après, il y a effectivement, sur ces. Je veux dire justement, sur ces voyages low cost, c'est pas de la décision simplement du jeune qui le fait, c'est la décision de, disons, c'est assez, moi ça me semble assez quand même contre-productif en termes de, bien sûr, de développement de nos sociétés. Mais ça, c'est difficile, mais c'est pas forcément de l'initiative de chacun seulement, c'est aussi, voir que ces low cost sont généralement subventionnés par les régions où ils atterrissent, et ainsi de suite. Ça me pose question, en tout cas. Voilà. Mais pas forcément au niveau du choix individuel. En tout cas, j'essaye de jamais donner de leçons. Ça se passe bien. Voilà. Un autre, moi j'ai fait l'Écosse pour la graduation de mes enfants, 25 € l'aller-retour. J'ai très honte. Et vous y êtes allé en train, évidemment. Non, parce qu'il y a grève des trains en Angleterre. Je vous ai donné une opportunité de nous dire que vous y êtes allé en train. Mais non, grève des trains. Ouais. Bon, tant pis. Eh oui, c'est la première grève depuis 30 ans. Bref, d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Alors attendez, on va commencer avec ce jeune homme, et puis après on passera à vous. Bonjour. Oui, bien tout le monde. C'est démocratique. Je serai rapide. On a encore 20 minutes. Hein, oui, on a encore 20 minutes, exactement. Allez-y, on va être assez court dans les réponses. Il y a pas mal de questions. On va essayer d'être plus court. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Adrien Anton Ludwig. J'ai 22 ans et je suis aussi je suis des études en école d'ingénieur informatique. J'entends ce que vous dites par rapport aux discussions qu'on ne peut pas pousser les gens à l'action. C'est vrai que simplement le constater, c'est une bonne première étape et en prendre conscience. Mais si on ne peut pas pousser les gens par le bas à l'action pour ne pas prendre des vols low cost par exemple, et qu'on ne peut pas non plus pousser les entreprises par le haut avec la législation à ne pas proposer ces vols low cost parce que ça nuit à la croissance et au PIB et tout ce qui va avec. Comment, pour vous, quelle est la meilleure manière de démarrer le changement, pousser petit à petit les gens vers le changement? Dans le cadre du transport aérien, je pense que la législation est assez stupide, c'est tout. Donc, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Bon, maintenant, c'est plutôt une affaire internationale. Voilà, moi, je peux donner... je ne sais pas, justement, c'était une autre boîte ICAD aussi, donc... voilà, des fois, ça m'arrive dans l'entreprise. Il était très fier, Olivier, le PDG, de dire « j'ai pris une décision, c'est plus de SUV comme véhicule de fonction ». Donc, quelquefois, ça sert. Je veux dire, il l'a dit, non, et il le fait, c'est pas du tout. Donc, disons, les gens auront des véhicules légers, point barre. Donc, il a compris que, bon, voilà, on peut aussi dire, par exemple, dans ce cas-là, et j'espère que ça ne sera pas que là, mais voilà,
Donc moi je pense que dire les choses peut aussi amener un certain problème. Mais ce n'est pas assez rapide. Alors disons, après je pense qu'il faut quand même au niveau des entreprises, que les entreprises qui s'impliquent, il y ait des succès économiques, parce que c'est quand même l'économie qui mène le monde. C'est-à-dire, voilà, donc c'est... Comment on assure un dynamisme autour de la transition. C'est ce qu'on avait essayé de proposer à Pierre Laroutourou dans le pacte finance-climat, par exemple. Donc nous, c'est l'idée qu'on a, mais il faut que ça se concrétise. C'est aussi l'idée du pacte vert européen. Il y a des choses qui se mettent en place, il n'y a pas rien, mais ce n'est pas assez rapide, et à chaque fois, bon, voilà. Par exemple, le pacte vert, on craint que le fait de tout l'argent qu'on a mis sur la pandémie nuise à sa réalisation. Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ça ne se passe pas comme on le rêverait. Voilà. Mais bon, moi j'aimerais... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup il y aurait quand même beaucoup de décisions à prendre justement au niveau européen, au niveau français, qui aideraient quand même, et au niveau international pour le transport aérien, mais ça ne se fera jamais, qui aideraient quand même à un peu plus aller vers la transition. Ça serait pareil pour le numérique. On pourrait vraiment imposer d'une certaine façon que le numérique n'augmente pas ses émissions de façon, voilà, point barre. Après, il se débrouille. Hein. Donc, on peut pas à la fois développer la 5G, pousser le transport aérien et lutter contre le réchauffement climatique. Il faut être raisonnable. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment, c'est... Non, ça me paraît complet. Moi, ce qui m'avait marqué pendant le confinement, c'est quand il y a eu ces fameux vols à vide. La législation est vraiment bête pour conserver les places dans les aéroports. Ils faisaient voler les avions à vide. Alors, bon, ça c'était quand même un petit peu particulier. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on se dirige vers un doublement du trafic aérien mondial d'ici quelques années. Pareil pour le numérique, parce qu'on n'a pas créé un écosystème viable justement pour réduire le trafic et réduire le numérique. Forcément, quand vous êtes devant Netflix et que Netflix vous dit bon alors votre épisode vous voulez le voir en HD ou en 4K, bon bah si vous êtes là, je suppose que vous regardez en HD, parce que comme disait Jean, je pense aussi on est entre personnes qui s'intéressent quand même un peu au sujet. Mais forcément, si vous avez la meilleure option de pouvoir le faire derrière, bon, vous êtes tenté. Quand vous avez un vol qui est là à 20 € devant vous, vous le prenez. Voilà, c'est aussi des choses comme ça. Et ce qui m'embête aussi un petit peu dans le trafic aérien, alors quand vous faites un Paris-New York, déjà vous avez cramé votre empreinte carbone pour l'année. Donc il faut quand même rappeler pourquoi le trafic aérien, certes, c'est que 2,5% des émissions dans le monde, mais ça a un effet vraiment très néfaste sur le climat. Mais derrière, quand vous avez ce fameux doublement et que vous allez augmenter les prix des billets d'avion, si vous augmentez les prix des billets d'avion, vous n'allez pas réduire le trafic aérien. Vous allez juste permettre à des gens de plus en plus riches de pouvoir prendre l'avion et des gens de plus en plus pauvres de ne pas pouvoir le prendre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas créé un écosystème viable pour pouvoir réduire le trafic aérien. Mais il continuera d'augmenter même si on augmente les prix. Hein. Ça, j'en suis convaincu. Oui, alors monsieur derrière... Il y en a une là-haut aussi. Lève le doigt. Eh ben, merci beaucoup Baptiste, Jean et François pour ces échanges. Moi donc, je suis Nicolas Plein, je suis ingénieur et chercheur en sciences du climat et en économie. Et on fait des documentaires pour TF1 Ushuaïa sur ces questions-là de sciences du climat, et de comment on peut pousser la transition écologique et sociale. Et en fait, j'avais une question un peu sur ce que vous dites. On parle beaucoup, même hier dans les conférences de formation, comment on forme comment on forme les jeunes et comment on forme peut-être à la marge les journalistes et les PDG, etc. Qu'est-ce qui bloque en fait aujourd'hui pour avoir un programme un peu structurant de formation de l'ensemble de la population, des plus de 60 millions de Français, pour avoir par exemple un jour par semaine dédié à la formation sur le climat, ce qu'on a vu un peu avec la Convention citoyenne pour le climat, on tire au sort 150 personnes, on les forme, et après ils ont des mesures assez poussées sur le climat. Et comment on fait pour essayer de faire peut-être surtout avec le contexte politique actuel, avec l'Assemblée qui est divisée, etc., peut-être un programme un peu structurant de formation de l'ensemble de la population qui ensuite peut nous permettre de pousser justement les journalistes, les médias, les politiques que la population pousse toutes ces personnes-là pour agir. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu peut-être à la marge, on essaie de mettre un peu des pansements sur ces choses-là, mais si on arrive à former l'ensemble de la population, ça pourrait peut-être être pousser vraiment ces sujets et le faire vraiment dans quelque chose qui est assez poussé, quoi. Oui, on agit plutôt de façon sectorielle. Hein. Donc vous avez noté l'initiative de formation des députés, qui est la semaine dernière. C'est très bien. Donc par exemple, dans notre rapport,
propose de former tous les gens de la fonction publique. Et c'est assez intéressant. On a demandé rendez-vous à Stanislas Guérini. On le verra rapidement pour lui présenter le rapport. Donc, il est ministre de la fonction publique actuellement, quelque chose comme ça. Donc, ouais, voilà. Donc, bon, on verra bien. Mais on est sectoriel. On m'intéresse aux étudiants. Oui, mais comment on forme, comment vous verriez, moi je vais voir, comment vous verriez entraîner tous les gens, moi je ne serais pas contre, donc, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui souhaitent former, donc je ne serais pas contre. Il y a beaucoup de municipalités où les élus souhaitent se former aussi, ça m'arrive souvent d'aller rencontrer des gens autour d'un plan climat par exemple, non, ça m'arrive de plus en plus. Mais toucher l'ensemble de la population... c'est quand même pour moi le rôle de la télé, justement, des programmes. Ushuaïa TV, c'est très bien. Bon, on a eu un documentaire très intéressant. Donc, c'est Ushuaïa TV. Oui. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Mais comment vous feriez ça aussi? Comment vous voyez ça? On peut inciter, mais comment on peut forcer les gens à s'intéresser à un sujet? Moi, c'est ça ma question. Ouais, juste pour 2 secondes. L'idée, c'est peut-être que ce soit le pouvoir public. Hier, il y avait le commissaire au développement durable du ministère de l'Environnement qui était sur une table ronde juste derrière. Il disait il faut former tout le monde. Mais c'est un peu ces pouvoirs publics, l'État qui devrait pousser avec, rendre une journée obligatoire par semaine, par mois, un peu comme la Convention citoyenne. Là, on en fait une locale à Grenoble. Essayer de faire, pour pas arriver à une dictature justement, dictature verte, essayer de mettre en place des programmes que l'État soit avec un État fort qui pousse. C'est une journée obligatoire par mois, par semaine de formation sur ces sujets climat. Déjà une par an, ce serait pas mal. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Mais quelque chose de vraiment sérieux. Non, moi j'aimerais bien. Je pense que ça marcherait, mais bon, voilà, c'est pas si simple, me semble-t-il. Et sans parler que des jeunes, vraiment en essayant de parler de toute l'intergénérationnel, parce que justement, ça pourrait réduire ce gap que tu disais, Baptiste, entre les jeunes et les plus vieux. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous voyez que pour faire ça dans le primaire, le secondaire et l'université, c'est une prise de tête générale et personne n'y arrive. Non, dans l'administration, on pousse aussi l'administration. Je n'arrête pas de parler de la formation dans les entreprises aussi. Dans le rapport, ça y est aussi. Hein. Donc, mais on n'a pas pensé. Enfin bon, la formation du grand public, on en parle, mais on n'est pas allé jusqu'à dire c'est obligatoire. Donc, c'est pas mal. Il y a d'autres questions. Pardon. Il y en a une là, il y en a une là-haut aussi. Ouais, je vois Axel là-bas, mon ami Axel qui veut parler. Parce que mes copains, il faut qu'ils posent leurs questions quand même. Bonjour. Bonjour. Je ne suis plus étudiante et j'ai plusieurs fois 20 ans. Depuis tout à l'heure, vous avez évoqué la communication, l'information, la pédagogie sur le sujet. Et moi, je voudrais partager un exemple avec vous. Un jour dans le métro, j'ai vu de grandes affiches qui annonçaient la sortie la publication du rapport donc du GIEC. Et je me suis dit, vraiment, super, hein, c'est un premier pas pour aller rencontrer dans leur quotidien les citoyens comme moi. Et puis après, je me suis dit, mais en réalité, combien de gens sur les quais savent ce que c'est que le GIEC? Et est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant, je ne suis pas donneuse de leçons, mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de traduire dans des exemples plus concrets pour que le commun des mortels comprenne quelles sont les conséquences en termes sociaux et économiques? Par exemple, me dire, bravo, en prenant le métro, votre empreinte carbone est 2 et vous êtes actrice. Et en même temps, ça rejoint ce que vous disiez, je pense, tout à l'heure, ne pas être moralisateur, mais donner quand même une traduction concrète pour savoir comment être acteur. Donc, ce n'est pas une question, c'est juste un partage. Voilà. Non, simplement, il y a quand même une station de métro qui a fait un effort. Il y a beaucoup de choses sur le climat. Alors, c'est celui-là une. Je suis très fier à chaque fois de voir les 800 000 ans de climat, parce que je me dis, on a fait ça, et c'est dans le métro quand même. Donc, il n'y a qu'une station. Il y a une station où c'est bien fait quand même. On explique tout ça. Et c'est depuis assez longtemps. Voilà, donc. Merci. J'ai une question d'abord ici, puis après là, parce que monsieur a levé le doigt avant. S'il vous plaît, c'est par là. Non, pardon, ici. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis Jean-Michel Jacquet, je suis architecte urbaniste. Et vous avez parlé beaucoup de la responsabilité individuelle. J'aimerais vous interroger sur la responsabilité collective. Il se trouve que dans l'aménagement du territoire, aujourd'hui, normalement, la perspective, c'est 0 artificialisation nette en 2050 et neutralité carbone. Or, dans les faits, on voit très peu de collectivités territoriales qui le prennent en compte.
Donc j'aimerais avoir votre sentiment déjà sur ce constat et d'autre part sur la manière dont vous pensez que l'on peut collectivement faire action sur cette sphère politique pour qu'elle mette en œuvre cette planification écologique qu'on souhaite tous. Oui, je pense qu'il y a, enfin, dans le domaine du bâtiment, de l'urbanisme, il y a aussi un fossé entre ce qu'il faudrait faire, ce qui est affiché. Hein, c'est quand même... bon, je ne vais pas faire de l'histoire, mais bon, j'étais responsable... Enfin, j'étais avec Nicolas Stern, responsable dans le Grenelle de l'environnement il y a 15 ans, de ces aspects bâtiment urbanisme, mobilité, également énergie. Enfin, c'était dans notre thème du Grenelle de l'environnement. Et disons, il y avait déjà beaucoup d'ambition. On parlait déjà de 40% de diminution de ce qui est lié au bâtiment et l'urbanisme. Quand vous regardez la stratégie nationale bas carbone, c'est effectivement zéro. Et moi, je rappelle toujours, parce que d'abord, la première chose à faire, c'est d'abord dans la construction elle-même. Hein. Si on construit comme aujourd'hui, eh bien, la seule, à l'échelle planétaire, la seule construction des villes nécessaires pour les 3 milliards d'habitants qui vont être dans les villes en supplément par rapport additionnel en 2050, ce serait déjà 1,5 degré supplémentaire. Si on compte. Donc le matériau est important. L'artificialisation des sols, je pense qu'il faut vraiment la respecter, même si ce n'est pas directement sur le climat, mais je pense que c'est important. Il y a aussi cet intérêt un petit peu de regarder mobilité, bâtiment, urbanisme, et tout ça, mais comment l'imposer justement? Moi, je me dis, c'est ça la planification écologique. La planification écologique, il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a des objectifs. Comment fait-on pour les respecter? Et par exemple, dans votre domaine, j'avais bien aimé les recommandations des citoyens dans Se Loger. C'est une recommandation qui avait été déjà faite dans le Grenelle, c'est-à-dire finalement d'imposer à chaque cession, alors on parle de l'ancien là, d'imposer finalement une rénovation, une rénovation forte à chaque changement de propriétaire, ou enfin voilà, de trouver. Et ça a été proposé dans le Grenelle de l'environnement, ça a été refusé. C'est proposé par les citoyens, c'est pratiquement refusé. Et s'il n'y a pas cette obligation, je ne vois pas comment on peut arriver à rénover 700 000 logements par an régulièrement d'ici 2050. On n'y arrive jamais, on l'affiche. Et pour moi, justement, cette planification écologique serait, j'espère, serait comment fait-on pour respecter les objectifs. Et dans ce domaine, ils sont très bien définis. Vous les connaissez certainement mieux que moi. Mais enfin, bon, moi, j'aime bien revenir aux propositions des citoyens sur Se Loger. C'était aussi assez intéressant quand même. Voilà. Oui, bonjour. C'est à vous deux. Je suis Axel Reynaud, je suis le fondateur d'une start-up qui travaille dans le sujet du climat. Et voilà, on travaille avec Jean. En fait, on a beaucoup parlé de formation, de sensibilisation. On est allé jusqu'à parler de dictature, mais en tout cas, peut-être de dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Et il faudrait expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire. Tout ça, ça peut être perçu comme de l'écologie dite punitive, du malthusianisme, de la réduction de la consommation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité de positionner les sujets climat comme positifs, comme désirables? Alors évidemment, ça crée des nouvelles industries, des nouveaux emplois, mais dans nos actions individuelles, on a rendu désirable le fait de manger de la viande à tous les repas. On pourrait aussi rendre désirable le fait d'en manger moins. On a rendu désirable le fait d'avoir un SUV, on pourrait rendre désirable le fait de ne pas en avoir ou d'avoir une voiture plus petite ou de rendre le vélo désirable. Et donc il y a quelque chose autour du marketing positif des comportements pour pas dire « Ah, on vous force à descendre à 110 km/h, ah, plus de SUV ». Et comment on peut rajouter ça à la partie évidemment indispensable de la formation? Mais si on reste dans la formation un peu punitive et puis bon, il va falloir serrer la ceinture et ça va être triste, c'est dur d'embarquer tout le monde. Les jeunes peut-être, parce que voilà, vous êtes plus mobilisés. Les vieux, il faut aussi qu'on ait quelque chose qui rende le sujet désirable. Et finalement, il y a plein de choses désirables dans une approche sobre. Oui, Axel, oui, je suis sur cette ligne. Mais comment faire? Enfin, bon, sur l'objectif, oui, comment... Nous, j'ai toujours essayé de présenter la transition comme quelque chose de mettre en avant les aspects positifs de la transition. Donc c'est ce que j'essaye de faire en disant que c'est des créations d'emplois, c'est beaucoup de solidarité, c'est aussi
une chance pour l'Europe, par exemple, hein, si on l'a réussi, franchement, hein, si l'Europe prenait le leadership. Ça, j'essaye toujours de le dire. Bon, comment on convainc les gens de ne plus avoir de SUV? C'est une question d'image pour beaucoup de gens aussi, c'est ça. Donc, il y a aussi, c'est effectivement, c'est un peu, disons, effectivement, essayer de faire disparaître cette image d'avoir un SUV, c'est ça qui est bien. Donc voilà, c'est comment on fait. Justement, à mesure, enfin, si on le dit vraiment, je pense que ça commence à percoler. Ou si on dit vraiment 110 km/h, c'est pas si mal. Donc moi, j'essaye de le dire. Peut-être qu'on peut faire des tribunes, le dire plus, mais voilà, il y a quand même des avantages aussi, d'ailleurs, à 110 km/h en termes de, disons, de qualité de conduite pour chacun sur l'autoroute. Hein. C'est pas non qu'il y a aussi théoriquement pratiquement moins d'accidents, il y a aussi des avantages. Il n'y a pas que moins de consommation. Donc oui, je pense que chaque action on peut en voir les côtés positifs. Moi j'essaye de faire cela, de dire mais c'est pas suffisant. Hein. Dire ne pas prendre l'avion, c'est pas facile vis-à-vis par exemple d'un jeune. Bon voilà, ma petite fille, je ne vais pas lui dire tu prends pas l'avion. Enfin moi je ne l'ai pas pris beaucoup étant jeune parce qu'on n'avait pas d'argent, donc c'était beaucoup plus simple. Hein, donc j'ai dû prendre l'avion très tardivement. Mais bon, c'est pas facile non plus de dire comment on les entraîne. Voilà, donc donner les leçons. Mais je suis d'accord pour présenter les aspects positifs de la transition et j'essaye de le faire. Oui, très rapidement, parce que je vois que l'heure file. Ce que je dis souvent, c'est que l'écologie n'est jamais punitive. C'est le réchauffement climatique qui est punitif, toujours. C'est comme ça que j'essaye de le rendre un peu désirable. Et puis on est en pleine transition, il y a des métiers qui vont se créer. On est très en retard en France, je crois qu'on est le dernier ou avant-dernier pays européen dans les objectifs d'énergie renouvelable. Voilà, maintenant on en construit, ça y est, au Havre, à Saint-Nazaire, on commence à construire nous-mêmes nos éoliennes, ça va créer des emplois. Alors après, bon, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il y a un nouveau programme de relance nucléaire, il y a des emplois qui vont aussi se faire, il y a des nouvelles formations qui vont se créer. Pour les cuves, on a la chance d'avoir un mastodonte sur lequel on est en train de piétiner petit à petit, qui est EDF, mais qui justement va pouvoir se relancer grâce à ça. Et là, il y a un livre qui est sorti il y a quelques semaines, c'est le plan de transformation de l'économie française, du Shift Project, donc dirigé par Jean-Marc Jancovici. Alors, faut pas le lire comme la Bible, hein, mais il y a plein de bonnes idées aussi qui rendent l'écologie désirable aussi d'un point de vue économique, pour dire ne vous inquiétez pas, tout ne va pas s'effondrer avec ça. Il faut juste remodeler un petit peu les sociétés. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas assez investi. Dans la SNCF, dans les transports en commun, dans des choses comme ça. C'est pas la même chose de vivre dans une grande ville où il y a des transports en commun que dans une campagne où on n'a pas le choix avec une voiture. Là, l'Europe vient donc d'interdire la vente des véhicules thermiques d'ici 2035. Alors, il y en a qui sont tombés des nues. C'est un truc que j'ai appris quand même, c'est qu'on peut toucher à tout en France, absolument à tout ce que vous voulez, mais pas la bagnole. Ça, c'est un truc. Ça, en France et ailleurs. Oui, mais alors là, en France, le premier truc auquel je suis arrivé à la mairie, c'est de me prendre 2 claques dans la tronche quand j'ai dit le mot voiture. Non, c'est un truc, ça va pas le faire. Mais bon, c'est une ambition qui est absolument géniale. Parce que justement, on va pouvoir développer une autre forme de mobilité, on va pouvoir développer d'autres formes d'énergie. Je passe une partie aussi de ma vie sur la côte ouest, à côté du Pouliguen, là où va y avoir le premier parc éolien offshore de France. Il va y avoir 80 éoliennes. Alors bon, au début, ça fait un peu bizarre, mais c'est l'avenir. Voilà, c'est comme ça, c'est des nouveaux emplois, c'est des nouvelles formes de travail, et c'est ça qui est désirable. Et c'est justement pour lutter contre le réchauffement climatique qui, lui, est punitif. Et pour terminer, parce que j'ai peur que ce soit terminé, je rajouterai mon petit grain de sel encore une fois. Il y a une chose dont on ne parle jamais et qui est à la clé de tout, la viande, les SUV, tout le reste, c'est la pub. Ce qui a généré l'attrait des SUV, c'est la pub. Ce qui fait que les gens ont bouffé de la viande, c'est la pub. Donc si on inverse le truc et qu'on invente, qu'on change complètement justement le fameux paradigme de la pub, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre des trucs qui sont les vêtements, H&M, tous ces trucs,